ont tout multiplié, tout révolte, la tête entière malade, les cœurs souffrants. Qui la loi pour servir parmi une bande rebelle, une bande synthétique, une bande race vipère, le vivre artificiel, autres compte naturel. Assez confié d'un homme avec bonne tradition. Nous fini dévasté. Avec fausse culture, superstition. Dimanche 21 février 1999, le chanteur Kaya, 39 ans, marié et père de 2 enfants, meurt au cours d'une garde à vue à Alcatraz, un quartier de haute sécurité de la police de Port-Louis, la capitale de la République de Maurice. La riposte de la rue est immédiate, des émeutes éclatent. 3 jours d'affrontements, de violence, de pillage, de feu et de sang. La crise provoquée par la disparition brutale de Kaya restera à tout jamais dans la mémoire collective sous le nom de Février Noir ou l'affaire Kaya, Zaffaire Kaya. Ouf, c'est une belle choc ça. Ça a été un grand choc. Bel souvenir pour moi. Un terrible souvenir pour moi. Jamais je n'aurais imaginé que mon frère puisse mourir de cette façon. Il nous disait qu'il serait le dernier à mourir et en fait, c'est lui qui est mort le premier. Partout où il allait, il aimait la vie. Les gens se sont révoltés. Ils voulaient connaître la vérité. Kaya était bien. Je n'ai pas peur de le dire, il n'est pas mort d'une mort naturelle. Il ne se serait jamais fracassé la tête contre un mur. Je peux faire tout pour au moins gagner ça. Vérité qui besoin gagner. Je ferai tout pour connaître la vérité. Je me bats seule contre un État. Je ne me bats pas. Je cherche la vérité. D'un côté, il y a de la tristesse. D'un côté, c'est plus que de la colère. Mais ce que je veux dire, c'est plus que de la colère. C'est de la rage. De la part des habitants de Rochebois. Ce message est à la portée de tout le monde. Et pour tout le monde peut retrouver dedans. C'est la vie de tous les jours. C'est la vie d'un citoyen. Il a vécu. Kaya, il n'est pas quelqu'un qui me juste à lire. Ou il a vécu. Vous savez, Kaya a compris Bob Marley, pas uniquement au niveau musical, mais aussi au niveau des paroles. C'est là, je crois, qu'il puisait son inspiration. J'en suis sûr. Pour lui, c'était un combat. C'était un enfant, comme on dit à Maurice, un enfant défavorisé. J'envie Kaya, je suis un peu jaloux de Kaya, parce que je suis sûr, en haut, dans le paradis, dans le royaume de Dieu, il a une place prioritaire avec Bob Marley devant le Seigneur en train de chanter. Get up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Life is your right. Get up, stand up, can't give up the fight. Stand up for your right. Get up, get up, get up, get up. Stand up for your right. Stand up for your right. We stand up for your right. We stand up for your right. I said, oh, Mon enfance. On n'a pas eu une enfance facile. On n'est pas né, je ne suis pas né dans une famille de milliardaires, de privilégiés. Je suis né dans une famille où mon père était un pêcheur. Ma mère travaillait chez les gens, comme femme de ménage. C'est peut-être pour ça que je suis devenu un artiste. Un artiste profondément. Pas un artiste comme ces derniers temps,
Peut-être ces derniers temps, oui, mais je ne veux pas m'arrêter là. Il y a beaucoup de choses, je veux dire... Je suis un enfant des années 60. On a passé assez de misère depuis toutes ces années, jusqu'à l'indépendance, enfin jusqu'à aujourd'hui. 1960, naissance de Kaya, Joseph Réginald Topise pour l'état civil. Le cyclone Carole vient de ravager l'île Maurice. Avec ses 6 frères et sœurs, Kaya grandira dans la cité tôle de Rochebois, à Kanzoulou, aux routes cimetières. Depuis l'enfant, depuis qu'il était petit, Kaya il aimait la musique. Il prenait des boîtes de conserve et tapait dessus. Quand la famille nous rendait visite, on lui disait « Eh, va jouer ta musique ailleurs avec tes boîtes ». Kaya prenait toutes ces petites boîtes, il allait derrière la maison, il tapait dessus pour se défouler et chanter. Parfois, les gens qui venaient nous voir à la maison, ils disaient « Lui, il n'arrête pas de faire du bruit comme ça, avec ses petites boîtes. » Nous, on se disait « Lui, un jour, il fera de la musique. » Voilà comment Kaya s'est lancé dans la musique. Ça me fait penser à l'époque où les familles organisaient des pique-niques au bord de la plage. Ça nous faisait plaisir. Là, on retrouvait Tifrère, d'autres chanteurs de Sega typiques, avec des ravanes, jerrycans, des triangles. Et là, ils faisaient du feu pour chauffer la ravane. C'était une ambiance. Vivant. Papitou Patigan, il est en litiban, pas que ça faut comme là. Papitou Patigan, il est en litiban, pas que ça faut. Doucement, Papitou. Aïe, oh, Papitou. Ah là là, Papitou. Doucement, Papitou. Ah là là, Papitou. Doucement, Papitou. Aïe, oh, Papitou. Doucement, Papitou. Aïe, oh, Papitou. Papitou Patigan, il est dans les divans, pas que ça faut comme là. Papitou Patigan, il est dans les divans, pas que ça faut. Gaïté, Papitou. Aïe, oh, Papitou. Doucement, Papitou. Aïe, oh, Papitou. Le rythme propre au Sega allait jaillir d'une peau de cabri tendue sur un cercle de bois. Interdit de tambour, les esclaves inventèrent la ravane. De l'univers éclaté des victimes de la traite, transporté à fond de cale jusqu'à Maurice depuis le Mozambique, Madagascar, le Sénégal, l'Inde, va émerger une culture créole bâtie avec les apports des diverses communautés. Avec le processus d'indépendance dans les années 60, le Sega et la langue créole deviennent la part commune de tous les citoyens mauriciens. Moi, par exemple, je joue au foot. Mon autre frère aussi. Mon père aimait le foot. 2 garçons jouaient au foot et 2 garçons jouaient de la musique. Ma mère, elle aimait chanter. Kaya, lui, jouait de la guitare et ma mère chantait. Quand on revenait du foot avec des blessures partout, ma mère disait « Vous voyez, un jour, vous allez vous casser la jambe. Vous ne m'apportez que des ennuis avec votre foot. » Elle aurait préféré que nous aussi, on joue de la musique, comme Kaya. Elle aimait un peu plus Kaya, qui était toujours là, à côté d'elle. Elle aurait préféré que nous soyons tous dans la musique, mais moi, je ne connaissais rien à la musique. Et j'avais choisi le foot plutôt. Maman, ce qu'elle aimait, c'était quand il s'asseyait à côté d'elle, la guitare à la main, pour chanter Ave Maria, des cantiques ou Tino Rossi. Je me rappelle très bien. C'était là, à cet endroit-là, dans ce carré. Le salon était peut-être par là-bas. Mon grand frère m'avait montré à jouer les premières notes sur la guitare. J'avais, je crois, 16 ans. Tu sais, si tu es une personne sensible, fragile, tu peux pas jouer au foot. Tu reviendras cassé de partout. Alors moi, j'ai préféré la musique. Et mon frère m'a appris à jouer pour son mariage, 2 ou 3 mois avant son mariage. Toi, mon Kaya, qui m'a fait santé,
Et tout bandit moun qui t'a fin adressé, sans te considère pour les autres la peau, et ni aussi autres qualités religion. To get ici, kouma di moun pensé, pena en celle qui n'a pensé dignité. Mais moi motrice, kaya vin perdu la vie, pour sortir l'île Maurice, pour sortir l'île Maurice. Dans cette île à sucre de l'océan Indien, ancienne possession française puis britannique, la philosophie Rastafari, née dans les Caraïbes, en Jamaïque, prend tout naturellement racine. Les Rastas de l'île Maurice relèvent la tête face aux préjugés hérités de l'esclavagisme et du colonialisme. Il disait à ma mère qu'il allait dans les montagnes pour donner un coup de main à ses copains, pour faire du charbon de bois. Il partait là-bas, emportait sa guitare, il restait là-bas. Du matin au soir, il jouait de la guitare, faisait du charbon, fumait 1 ou 2 petits joints. 1976, l'année où Bob Marley triomphe avec l'album Rastaman Vibration. Le jeune Kaya s'isole dans la montagne à Chamarel, là où jadis les fugitifs, dits les nègres marrons, vivaient à l'écart pour échapper à leurs conditions d'esclaves. Après quelques mois, Kaya est revenu. Sa coiffure avait changé. Ses petites rastas avaient commencé à lui pousser sur la tête. C'est à ce moment-là qu'il a changé sa façon d'être. Quand on lui parlait, il était doux. Il était déjà doux auparavant. Kaya n'avait pas qu'une seule personnalité. Kaya est une personne qui avait plusieurs personnalités. Parfois tu le rencontrais, il paraissait bizarre, des fois comme ci, des fois comme ça. Mais le côté rigolo de sa personnalité, c'était extra. On a rigolé avec lui, on a passé de beaux moments lorsqu'on campait, ici même, un peu partout. On a passé des moments vraiment, quand Kaya commençait à raconter, c'était un plaisir. Ségué, le Ségué est né comment? Le Ségué est né parce qu'à un moment, le Séga, c'est vrai, c'est très beau, mais il est resté figé, quoi. Il n'a pas fait d'avancée. La seule avancée, c'est de passer d'une ravane à la guitare. Mais c'est la même chose. C'est le même rythme, c'est le même battement. Sur une guitare, tu joues un Séga, c'est la même chose. J'y ai réfléchi et puis le Séga qui était déjà en moi, je jouais déjà du Séga. J'aimais aussi le reggae, je jouais un programme Bob Marley. Je jouais du reggae en attendant, du reggae de Bob Marley avant de faire ma musique. C'est ce qui m'a influencé beaucoup pour aller vers une nouvelle musique à moi. Pour faire cette synthèse, musicalement parlant, c'était pas difficile. Quand tu écoutes la musique, tu écoutes la musique. Dans le mot Ségué, il y a le Séga dedans. Seulement, on ne joue pas le Séga directement. C'est un peu comme ça, tu as le Séga, mais il n'apparaît pas directement. Les musiciens le jouent, mais pas de manière évidente. Mais quand tu écoutes le tout, l'ensemble, il y a un mouvement de Séga qui tourne dedans. La musique, c'est gars qui me fait faire les ségués. Yeah, yeah. Ça, la musique, c'est gay. Pour libération, mentalité, captivité. Ça, la musique, c'est gay. Égayer de qualité dans cette liberté. Évolution la musique
mon père santé, si tu le lever danser. Ça, pour la musique, c'est que. Pour la musique, c'est ça. Pour la musique, c'est que. Pour la musique, ça, pour la musique. C'est avec la musique qu'on a été accepté. C'était difficile au début, même ici. Mais avec notre musique, ils ont compris quelles étaient nos intentions. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à nous apprécier. Avec nos cheveux comme ça, les gens nous acceptent, ils participent avec nous. Je pense que même en Europe, les gens sont programmés d'une certaine façon, ils travaillent, ils n'ont pas le temps de vivre comme nous ici. Mais ici, dans notre île, on a quand même des facilités de vivre plus libre. On a plus de relations, on se voit dans la rue, aux arrêts de bus. On se croise tout le temps on se croise au marché, on rencontre nos amis n'importe quand. Tout ça, c'est grâce au Ségué. C'est grâce au Ségué que mon look peut passer partout. Au début des années 80, Joseph Reginald Topise devient Kaya, nom d'artiste qu'il emprunte à un album de Bob Marley. Moi, je connais Kaya depuis qu'il est jeune. Il y avait lui, ses frères, ainsi que d'autres jeunes. Ils habitaient à la route cimetière à Rochebois. Moi aussi, j'habitais tout près. Il a toujours été un amoureux de la musique. Il aimait jouer de la guitare, surtout de la guitare coffre. Il était là, il chantait au bord de la route. Ce qui était bien avec Kaya, il avait une façon d'agir. Il respectait les gens, il respectait tout le monde. Il avait aussi un regard sur les jeunes, même les plus jeunes que lui. Et quand il passait, il lui disait « Hé, Kaya, chante une petite chanson pour nous. » Et toujours Kaya avait un petit mot, un petit sourire pour eux. On n'était pas très à l'aise, mais on arrivait à se débrouiller. Mais moi, je pense que c'est peut-être à travers la misère que sa famille a connue, avec ce qu'il a vu autour de lui. Là, Kaya est vraiment devenu un artiste. Il a chanté ce qui lui venait du fond de son cœur. Il s'est exprimé pour que les autres voient ce qui se passe dans la réalité.
Il s'est simplement inspiré de la réalité qui l'entourait. Mais il prend toute bonne réalité qui est là. Ça qui passait dans l'Afrique d'ici, ça tout dit vous nous raconter. Ça qui passait dans l'Afrique d'ici, ça tout dit vous nous raconter. L'Éthiopie, la pluie, n'a pas les tombé, n'a pas pour la bénanier. Ça c'est de rébellion, l'Afrique, deux enfants là qui poussaient à vendre. Ça c'est de rébellion, l'Afrique, deux enfants là qui poussaient à vendre. C'est à vendre, enfant, c'est à vendre. C'est à vendre, enfant, c'est à vendre. C'est à vendre, enfant, c'est à vendre. C'est à vendre, enfant, la peine avancée. Il te voyait pas pour papa sauteur, il te vend camarade, il te maman, il te papa, il te les rois. Juste tout c'est et que bon Dieu. Juste tout c'est et que bon Dieu. C'est à vendre, enfant, c'est à vendre. C'est à vendre, enfant, c'est à vendre. C'est à vendre, enfant, c'est à vendre. C'est à vendre, enfant, la peine avancée. Quand tu écoutes ces chansons, c'est un message d'amour. tu te rends compte que c'est un message d'amour à son pays. Vraiment pour son pays, pour son peuple, et même pour les autres, pour les gens de tous les pays. À travers ces chansons, si tu écoutes bien les paroles, tu te rends compte qu'il invite les gens à vivre comme une vraie famille, à vivre dans l'unité, à construire cette unité. Il voulait, je crois, à travers ces chansons, si on fait attention, on se rend compte qu'il veut une île Maurice qui soit prospère. Si on écoute bien le message de Kaya, on s'aperçoit qu'il voulait que ce peuple vive en peuple arc-en-ciel, parce que nous sommes un peuple multiracial. Ici, on a une multitude de races. Kaya n'a jamais fait de préférence. Si on écoute ces chansons, on se considère tous comme des Mauriciens. Ici même, l'île Maurice, il y en a beaucoup. Oui, à l'île Maurice, il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup. Qui sont là. Et c'est ça qui m'a motivé à faire un groupe qui c'est pas de la revendication, qui disent des choses, qui a autre chose que le Sega. Il y a des choses qu'il faut dire aux gens, leur faire comprendre. Tous les gens ont quelque chose à dire, mais ils ne peuvent pas le dire. Quand il y a quelque chose, quelqu'un pour le dire pour eux, ils sont contents. Le message, tout ça, moi, je ne suis pas un messager, je ne suis pas un prophète. Ce que je dis, je suis la voix des autres, la voix des gens. Je raconte leurs affaires, c'est mes affaires. C'est comme ça que mes textes, je les écris. Je me rappelle, la première chanson que j'avais écrite, je l'avais écrite là, par là, derrière la maison, là, qui n'existe plus. J'avais écrit une chanson, Troisième Sens, qui est sortie sur la paix universelle, en 91, Chant d'amour. Aux enseignants qui finissent le temps, pour faire moi comprendre tout ce qui est en bas là-haut. Il y a une chose très importante. Dans la vie, bon, on peut tous être inspirés, tout le monde peut être inspiré. Parce que être inspiré, c'est quoi? C'est un état. C'est un état où tu attires les choses.
Moi, les choses qui m'ont inspiré pour devenir ce que je suis, c'est un peu ce que j'ai vécu. C'est la source qui m'a inspiré. C'est ma vie, c'est ma situation. J'ai aussi été inspiré par la Bible que j'ai lue et aussi d'autres livres que j'ai lus. À travers son message, certaines personnes se sentent visées. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, ces chansons disent la vérité. Vous savez, comme on dit en créole, pour ceux qui ne veulent pas entendre, la vérité est une offense. Quand tu dis la vérité, c'est une offense. Alors, il y a beaucoup de gens qui se sentent visés par le message de Kaya. Mais ceux qui ont été touchés profondément, ceux-là ont compris le message de Kaya. Ils ont compris qu'il faut cesser de vivre dans la haine, qu'il faut vivre l'amour et l'unité. Mais les gens qui n'ont ni amour ni unité, ni rien, évidemment, ils se sentent frustrés.
Au début des années 90, le succès de Kaya à Maurice et à La Réunion marque un changement dans les mentalités. Kaya dénonce les injustices, les discriminations, l'enfance en danger, le piston, le communautarisme, l'intolérance. Il fait jaillir une musique nouvelle, le Seggae, un métissage subtil entre Sega et reggae. Kaya joue à Londres et à Paris, mais faute de soutien, de moyens, de visa et piégé par les drogues dures, l'aventure internationale s'arrête là. Justesse. Ben, moi pensais que depuis que j'étais en France. À l'époque où j'étais en France, j'avais écouté un album de Kaya et j'avais trouvé le son était confus, que ça manquait de technique musicale afin d'apporter un son exportable à l'étranger. Lorsque je suis arrivé à Maurice en 1991, je les ai rencontrés, j'ai vu Kaya, je leur ai proposé quelque chose, je leur ai dit si vous êtes d'accord, je fais une partie, un petit bout de chemin avec vous, pour améliorer les choses musicalement, au niveau de l'écoute, au niveau de l'exportation. Pour l'extérieur aussi. Kaya, je pense, c'est quelqu'un qui avait une certaine naïveté en lui, je crois ça. Une naïveté qui l'amène à ne pas pouvoir dire non. Je crois qu'il y a beaucoup de Mauriciens comme ça. Ils ont une sentimentalité qui fait que quand on leur demande quelque chose, ils ne savent pas dire non. Quand on leur dit par exemple à quelqu'un on va faire un tour, il ne saura pas dire non. Simplement pour faire plaisir. Kaya est allé jouer en concert par exemple avec des gens, il n'a jamais pu dire non. Il pouvait jouer avec des sonos pourris, pas pourris, il n'a jamais pu dire non, il y allait. C'est pas forcément un défaut, je pense plutôt qu'il avait besoin de la présence du public. Il a toujours eu besoin de ça. Je lui ai dit qu'il vaut mieux qu'il se retire un moment, qu'il se repose, parce que c'est difficile de se ressourcer, les ressources humaines. Mardi 16 février 1999, des centaines de jeunes Mauriciens se rassemblent lors d'un concert de soutien à la cause de la dépénalisation de la marijuana. La détention de quelques grammes est passible de 3 ans de prison. Nitish Jogana comme Kaya appuie cette initiative. On parle du concert du 16 février. Le concert a été organisé par un parti, un mouvement républicain, qui a initié ce débat sur la dépénalisation de la ganja. Nous, en tant qu'artistes, que menons cette lutte, c'était un moyen, une occasion en or pour exprimer notre pensée, ce qu'on a à dire. On est musiciens, nous on n'est pas des politiciens, on ne vient pas brailler sur un micro, votez pour nous, votez pour nous. On vient défendre une cause. On a mis des infrastructures en place, des podiums, la sono, il y a la foule. Bien sûr, on est présent. C'est pour ça qu'il y avait Kaya, qu'il y avait moi. On a accepté cette invitation, pourquoi? Parce que c'était une fête légale, qui avait été autorisée par le commissaire de police. Des affiches avaient été placardées partout, dans toute l'île, pendant des semaines, qui annonçaient cette fête. On a participé à cette fête. Cette fête s'est bien passée, parce qu'on avait une cause à défendre. On doit parler de la dépénalisation de la ganja, parce qu'on trouve que c'est injuste. C'est injuste et totalement arbitraire qu'à cause d'un coup de joint, qu'on puisse se retrouver en prison. Disons depuis l'histoire dans nos pays. Il faut dire une chose, dans notre histoire,
la ganja. Cette plante naturelle a toujours été là, depuis mon père, son grand-père, son arrière-grand-père, depuis l'Inde. On fume la ganja. Toute notre histoire, on a fumé la ganja. C'est une cause de pénalisation, mon problème, qui est bien comme société. À harcèlement, à cité, à quelques problèmes, sans propriété de copia, sans pas 14 ans de prostitution. Qui la vient, puis qui la volé pour yo, dans votre show, maman, il peut ramasser bébé pour yo. Moi, le concert lui-même, il déroule dans le calme. Le concert s'est déroulé dans le calme, sans incident. Aucune violence verbale ou physique. Le concert s'est déroulé en famille. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont fumé. Mais c'est normal qu'on fume dans un concert de dépénalisation de la ganja. Vous ne pouvez pas m'inviter, par exemple, au bord de la mer pour jouer du Sega. Et quand moi, je veux un moment aller dans l'eau, vous me dites non. Vous me dites de venir au bord de la mer pour faire une fête, et quand moi je vais dans la mer, vous me dites non. C'est pas logique, hein. C'est un peu contradictoire. Eh bien c'est pareil. Dans ce concert de dépénalisation, les gens ont fumé. Beaucoup de gens ont fumé. Le lendemain, on vient fouiller chez moi, chez Kaya. Mais Kaya, qui lui était honnête par rapport à lui-même, il est honnête par rapport à lui-même, il dit j'ai fumé. Oui, parce qu'il a fumé sur scène. Alors il dit j'ai fumé. Moi, si j'avais fumé sur scène, j'aurais dit oui, j'ai fumé. Mais malheureusement, non, je n'ai pas fumé. On m'a demandé si j'ai fumé, j'ai dit non. Mais si on m'avait demandé, est-ce que vous êtes un fumeur de ganja, j'aurais dit oui. Mais ce jour-là, non, je n'ai pas fumé. Kaya aurait pu dire non, il n'a pas fumé, mais il est honnête par rapport à lui-même, il a dit oui. On l'a arrêté, on l'a mis à Alcatraz, comme un vulgaire assassin, comme un vulgaire assassin. Jeudi 18 février, 7 personnes sont interpellées, 6 sont relâchées sous caution. Kaya voit sa garde à vue prolongée. Vendredi 19, le montant de la caution est fixé par la police elle-même à 10 000 roupies, soit 300 €. Mais la trésorerie ferme. La famille de Kaya se résigne. Kaya reste à Alcatraz. Dimanche matin, c'est qui puisse dire qu'il ne touche pas. Dimanche matin, je reçois un coup de téléphone qui m'apprend que mon frère Kaya est mort. Pas par la police, par un coup de fil anonyme. J'ai demandé ce qui se passe, mais on n'a rien voulu me dire. J'ai appelé Alain, mon frère, pour qu'il se renseigne. La personne qui m'avait appelé m'a dit que mon frère était à l'hôpital dans un état grave. Je lui dis non, mon frère est en prison. Il m'a dit qu'il est arrivé quelque chose, une chose grave, que son état était grave. Et je sentais qu'il voulait me dire quelque chose. Moi, je pensais que Kaya s'était cassé le bras ou autre chose, mais je ne pensais pas qu'il était mort. Plus tard, un camarade est venu me voir en vélo. Il me dit si je suis au courant que Kaya a eu un problème grave. Je lui dis non. Je me retourne, je lui demande « Kaya est mort ?» Il me regarde, ses larmes coulent dans ses yeux. Il me dit « Reynald, oui. » Mais je ne peux pas le croire. Je vais voir Alain et je lui dis « Écoute, tu as un vélo. Moi, je dois partir à la pêche avec un groupe. On raconte des choses sur Kaya. Va te renseigner à caserne. » Là, je rencontre un policier. Je lui dis que je veux avoir des nouvelles de Kaya. Il me regarde et me demande qui je suis. Je lui réponds que je suis le frère de Kaya. Il me demande ce que je sais. Je lui réponds que j'ai une nouvelle floue, sombre. Ils me répondent que ce que j'ai entendu est la vérité et qu'ils ont emmené Kaya à la morgue de l'hôpital Kandos. Je leur demande pourquoi à Kandos. On me répond qu'après Kandos, on le renverra chez lui. Je leur demande mais quel est le problème? Ils me disent qu'il a fallu faire une autopsie. Je leur demande de quel droit ils ont procédé à une autopsie sans que la famille ne soit au courant, ni sa femme, ni ses frères.
Ils me répondent que c'est le droit de la police. J'ai trouvé la réponse bancale. La police ne peut pas avoir un tel droit sans passer par la famille. Après, je suis sorti, j'étais choqué. J'avais plus la force de répondre. Quand je suis rentré à la maison, je leur ai dit que Kaya est mort, qu'on l'a amené à l'hôpital Kandos et qu'ils ramèneront le corps à sa femme. Alain Reynald et Dalida Topiz se rendent à l'hôpital Victoria pour identifier le corps. À l'hôpital, on a rencontré un policier. La première chose qu'il nous demande, c'est si Kaya avait des crises. Bon, on avait envie de rire, mais la situation était trop tragique. Kaya n'avait pas de crise. Bon, dernièrement, c'est vrai qu'il buvait peut-être un petit peu, bon, mais il était bien, quoi, il n'avait pas de crise. Il nous montre que Kaya est mort comme ça. Bon, j'ai pas très bien compris. Bon, ensuite, on a poursuivi nos démarches. On a récupéré le corps de Kaya et on l'a ramené à la maison. Bon, les gens commençaient à réagir. Bon, parce que Kaya était quelqu'un de populaire. De bouche à oreille, les gens ont su que Kaya avait été battu en prison. Bon, moi-même, j'ai vérifié le corps. Bon, je ne sais pas si c'est la police qui l'a battu ou qui, mais Kaya avait des marques partout. Aux épaules, aux coudes. Bon, c'est moi-même qui l'ai habillé. Bon, j'ai bien vérifié le corps. Hein. Et je ne comprends pas. Bon, la question que je me poserai jusqu'à la mort, c'est pourquoi les autres ont été libérés? Parce qu'ils ont dit qu'ils n'avaient pas fumé? En fait, ils sont sortis grâce à un avocat. Comment se fait-il que Kaya, lui, n'ait pas eu d'avocat? Et pourquoi il est resté à Alcatraz? Madame, monsieur, bonsoir. Un journal dominé par les événements survenus suite au décès de Kaya. Le chanteur est mort, vous le savez, hier. Des incidents se sont produits aussi hier soir à Rochebois. Et ce matin, certaines artères de la région ont été obstruées. Les forces de sécurité débordées, piètrement encadrées, tirent à balles réelles. Berger Agathe, Limoud Goustia et Michel Laurent perdront la vie. Tandis que des manifestations violentes continuent d'embraser les centres-villes et les cités, une contre-autopsie conduite par un médecin français à la demande de la famille précisera que les lésions ayant entraîné la mort n'ont pas pu être causées par la victime elle-même. Le docteur Rammstein a dit la vérité. Seulement ici, on nous cache la vérité. Il faut dire la vérité, qu'il a été frappé. On ne sait pas ce que fait la police ici. Il faut rechercher la vérité. Le docteur Rammstein a été clair. Kaya a été frappé. Et eux parlent de soi-disant traces. Il faut que nous allions de l'avant jusqu'à ce qu'on découvre la vérité. Mardi 23 février, la dépouille de Kaya est rendue à sa famille. Le convoi mortuaire parcourt les 40 km depuis Beaussonge dans le sud jusqu'à Rochebois où le lendemain vont se dérouler les funérailles. Quand j'ai appris la mort de Kaya, je ne comprenais rien à ce qui se passait. Quand j'ai appris sa mort, j'étais complètement perdue. Je ne pouvais pas y croire. Tout ce qui s'est passé, c'est à cause des injustices dont souffrent les peuples qui subissent. Comment dire, tout le monde peut, c'est qu'ils peuvent subir, donc personne n'a accepté ça. Parce que, bon, il y a eu beaucoup de morts en prison sans qu'on sache pourquoi. Un artiste est mort comme ça en prison, les gens ont été hors d'eux.
C'est sa façon-là qui est comme si parce que extra l'amour. Ils avaient beaucoup d'amour pour Kaya. Ils l'aimaient beaucoup et personne n'a accepté cette mort. Peut-être que s'il était mort à la maison, il n'y aurait jamais eu ça. Vu qu'il est mort comme ça, tout le monde sait comment ça se passe. Tout le monde sait que lorsqu'un prisonnier meurt en prison, ce n'est pas normal. Bien que l'État essaye de couvrir, tout le monde sait que ce n'est pas une mort normale. petits enfants, aux enseignants qui finissent l'état. Pour faire moi bon point, tu sais qu'en bas là-haut. Chaque semaine, Dalida Topi se rend au palais de justice de Port-Louis, où une enquête judiciaire est en cours. Dans une déclaration télévisée du 24 février 1999, le président de la République de Maurice s'est engagé
à ce que toute la lumière soit faite sur les circonstances de la mort de Kaya. Nous sommes en 2015, l'affaire a été enterrée, mais gravée dans les cœurs et les esprits, elle reste Zafer Kaya.